Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je suis missionné pour introduire la journée et la conclure, donc deux tâches éminemment complexes, puisqu'il s'agit non seulement d'apporter quelques éléments de réflexion, mais surtout des pistes pour améliorer le travail en direction du public des demandeurs d'asile dans une région qui, comme cela a été rappelé tout à l'heure, est une région récente qui résulte de la fusion de deux régions qui avaient chacune leur organisation propre. Donc on est face à de multiples enjeux. Le premier enjeu, c'est d'abord lié à l'augmentation de la demande d'asile en France et plus généralement en Europe. Une augmentation, comme nous le verrons, qui donc est très importante, mais pour relativiser un peu, ça n'est pas la première fois qu'on se trouve face à une augmentation assez rapide, assez brutale de la demande d'asile. On a su faire face dans le passé, et sans être d'un optimisme béat, on peut tout de même admettre l'hypothèse que l'on pourra faire face aujourd'hui, donc pour répondre aux multiples questions qui sont posées par cette augmentation de la demande d'asile. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de ressources. Elle dispose aussi d'une expérience assez longue par rapport à l'accueil de ce type de population que nous rappellerons pour mieux voir comment optimiser cette expérience, comment l'utiliser pour faire face aux défis du présent qui ne sont pas minces. Donc on se trouve dans une période où, face à cette hausse rapide et plus ou moins, enfin, qui n'était pas imprévue, qui était parfaitement prévisible, mais que l'on n'a sans doute pas vu venir assez tôt, par rapport à laquelle on ne s'est pas prémuni suffisamment à l'avance, nous avons aussi d'autres choses à gérer, en particulier la réforme du droit d'asile, avec la loi de juillet 2015 qui introduit donc une nouvelle donne. Donc il faut essayer donc de jongler avec tout ça, une demande qui va en augmentant, des publics vulnérables qui sont de plus en plus nombreux, des publics très complexes comme celui des mineurs isolés sur lequel on reviendra, et puis derrière tout cela, une réforme du droit d'asile qui a surtout augmenté les moyens de l'OFPRA, qui lui permet donc d'intervenir plus efficacement, de traiter plus vite la demande, mais en même temps des moyens qui, au niveau des équipes opérationnelles, n'ont pas augmenté de façon extrêmement considérable. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu près de 200 recrutements de nouveaux agents de l'OFPRA. C'est très bien, ça n'est pas un luxe. Cet organisme joue un rôle clé dans l'instruction de la procédure de demande d'asile, mais en même temps, au niveau du personnel des CADA, alors qu'auparavant on avait un équivalent temps plein pour 10 personnes, on est maintenant à un équivalent temps plein pour 15 à 20 personnes. Donc on a plutôt un recul des moyens sur le terrain, même si par ailleurs il y a une augmentation des moyens au niveau de l'organisme clé qui est en charge de l'instruction des dossiers. Donc je ne vais pas vous assommer par des chiffres. L'augmentation, elle s'est surtout faite en 2015 et plus précisément dans la deuxième partie de l'année 2015. Environ 68% des entrées sur les territoires de l'Union européenne se sont faites dans le second semestre 2015, à partir du mois d'août 2015 jusqu'à la fin de l'année. Donc on a eu environ 68% des quelques 1 300 000 entrées qui se sont faites sur le territoire de l'Union européenne. Donc 1 300 000 entrées, c'est tout de même beaucoup. C'est donc inégalement réparti selon les différents pays. Donc ça a touché principalement l'Allemagne, qui a accueilli plus de 430 000 personnes en 2015. D'autres pays ont été beaucoup moins touchés. La France a somme toute été assez faiblement touchée en 2015. Les chiffres de 2016
de demandeurs d'asile en France sont nettement plus importants qu'en 2015, alors que dans les autres pays d'accueil, ça a été plutôt le contraire. Si l'on ramène donc ces entrées, ces demandeurs, le nombre des demandeurs d'asile au nombre d'habitants, on s'aperçoit que ça reste tout de même relativement faible. Donc en France, on aurait un peu plus de 1000 demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. En Allemagne, on en aurait plus de 5000 pour 1 million d'habitants. Et dans des pays plus faiblement peuplés, on a donc des moyennes qui sont plus élevées. Prenons le cas de la Hongrie, qui s'est signalée par une évidente mauvaise volonté, voire un rejet assez marqué des demandeurs d'asile. On est tout de même à plus de 17 000 demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. Donc l'opinion publique hongroise, qui est déjà assez facilement xénophobe et qui est donc incitée à aller dans ce sens-là par l'équipe au pouvoir, a pu donc aussi tenir compte du fait que proportionnellement à la population du pays, ça représentait donc un nombre nettement plus élevé qu'ailleurs. Ceci dit, si l'on relativise, ça n'est pas la première fois que l'on a une très forte arrivée de demandeurs d'asile. Sans remonter à des temps particulièrement anciens, on peut se rappeler la retirada, la fin de la guerre d'Espagne, qui s'est traduite par des centaines de milliers de gens qui ont fui l'Espagne après la victoire des troupes franquistes, qui se sont retrouvés pour beaucoup dans le sud de la France, peut-être 300 000 personnes qui n'ont pas bénéficié d'ailleurs du statut de réfugiés, qui n'ont eu même aucun statut jusqu'à la libération, jusqu'en 1945, qui ont passé du temps dans des camps, donc des camps de triste mémoire comme celui d'Argelès, celui de Gours, où il y a eu beaucoup de problèmes de malnutrition, de manque de soins, de forte mortalité infantile. Donc tout ceci n'a pas empêché cette population de s'intégrer remarquablement par la suite, ne serait-ce que par une participation active aux faits de résistance contre l'occupant en France. Donc on a connu aussi d'autres périodes de hausse. Si l'on s'en tient à la France, l'année 1958, qui a été marquée en Europe par des répressions dans les pays communistes, en Pologne, en Hongrie. On a eu donc un peu plus de 28 000 demandeurs d'asile, alors que d'habitude l'OFPRA n'en enregistrait que 4 à 5 000. En 1975-76 également, avec les événements du sud-est asiatique, on est passé du rythme habituel de 3 4 000 demandes par an à plus de 15 000, et depuis le début des années 2000, et plus spécialement depuis la décennie 2010, on a une augmentation régulière des flux de demandes d'asile qui, dans le cas de la France, se sont traduits en 2016 par un peu plus de 85 000 demandeurs, non inclus évidemment les mineurs accompagnants. Donc ces quelques 85 000 demandeurs ont obtenu, dans des proportions inédites jusque-là, une protection internationale. Majoritairement d'ailleurs un statut de réfugié. Donc ils ont été quelque chose comme 29%, environ 36 000, à obtenir le statut, enfin une protection internationale, dont en majorité un statut de réfugié. À quoi donc ces proportions élevées de réponses positives sont-ils dus? Ils sont dus surtout à l'origine des demandeurs d'asile. Ce qui a beaucoup changé donc dans les années 2015-2016, ce sont les lieux de provenance, en particulier des pays qui sont en guerre, des guerres qui n'en finissent plus, qui paraissent incontrôlables, impossibles à maîtriser, pour lesquels on n'arrive pas à trouver de solutions. Donc chaque fois qu'il y a une population qui arrive d'une zone marquée par de tels problèmes, donc on se montre plus généreux dans l'attribution des statuts de protection. Donc là, le cas syrien explique en bonne partie à la fois l'augmentation des demandeurs d'asile en 2015, il n'est pas le seul bien sûr, et puis les taux plus élevés qu'à l'accoutumée de réponses positives. Donc ce qui amène là aussi
donc a considéré que s'il y a pas loin de 30% de demandes satisfaites, donc de gens qui obtiennent une protection, cela veut dire aussi que mathématiquement, il y en a 70% qui n'en obtiennent pas. Donc on reste toujours avec une majorité de déboutés. Et la question qui se pose, donc on va essayer, je pense que c'est un des objets de cette journée aujourd'hui, c'est de s'interroger sur l'après. Que se passe-t-il après ? Donc, bon, l'accueil peut être une première réponse, bien sûr. Après une période difficile, après une période où on est en risque d'être débordé, bon, ce qui n'a quand même pas été trop le cas en France, l'accueil s'organise, il apporte des réponses efficaces, incontestablement. Il y a une mobilisation de très nombreuses structures qui bénéficient pour beaucoup d'entre elles d'une expérience, qui ont aussi une grande capacité à réagir, à prendre des initiatives, à faire face à des problèmes inédits. Donc tout ceci, globalement, fonctionne, comme on le verra, mais c'est l'après qui peut être inquiétant. Un après qui se dessine sous des auspices plutôt donc incertaines, à la fois pour la masse de ceux qui sortent sans protection, qui doivent attendre quelquefois plusieurs années avant de finir par être régularisés, et puis même pour ceux qui sortent avec une protection, voire même avec le statut de réfugié, qui est un statut très protecteur. Que deviennent-ils ? Donc la question, c'est justement celle de l'insertion. Ne parlons pas d'intégration, qui est un concept abondamment discuté par les spécialistes et qui représente donc une forme de participation très active à la vie de la société d'accueil. Parlons simplement d'insertion qui implique donc l'acquisition d'une certaine autonomie individuelle ou d'une certaine autonomie en tant que ménage, en tant qu'unité familiale, pour faire face aux besoins divers de l'existence, se loger, travailler, assurer donc le budget familial ou le budget personnel, se former, faire instruire ses enfants, etc. Toutes sortes de choses qui ne vont pas de soi, pour des populations qui ont pu vivre les divers périples qui sont ceux, en général, des demandeurs d'asile. Donc c'est sur cette question, je pense, que l'on pourra s'interroger tout au cours de la journée. Pour donc entrer un peu plus dans le vif du sujet, nous sommes ici dans une grande région qui est la seconde en importance, comme on l'a rappelé, à la fois sous l'angle de la population, sous l'angle économique, mais c'est aussi la deuxième région pour ce qui est de l'accueil des demandeurs d'asile en France. Sur les quelques 80 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes en accueille 6 800 dans ces diverses structures, assez loin derrière la région parisienne, derrière la région Île-de-France qui en accueille plus de 21 000, mais nettement plus avant que d'autres régions. Quelles sont donc les caractéristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lui permettent de jouer ce rôle de région d'accueil? C'est lié à la fois à la situation géographique de cette région, c'est lié aussi à son histoire. Les deux régions, Rhône-Alpes et Auvergne, avant de fusionner, ont été des régions d'accueil pour des raisons d'ailleurs plutôt différentes, voire même opposées. Autant la région Rhône-Alpes peut être considérée, de par sa géographie, de par son histoire, comme une région de passage, avec les vallées alpines qui sont beaucoup moins des couloirs d'étranglement que des lieux de circulation, autant la région Auvergne, beaucoup plus isolée par un climat qui est plus rude. C'est la première région montagneuse face à l'Atlantique, qui hérite la première des intempéries, qui a eu pendant longtemps des hivers extrêmement rigoureux, avec des vallées beaucoup plus encaissées. Donc autant la région Auvergne pouvait apparaître comme une région plutôt enclavée.
Ceux qui ont pris le train pour venir à Clermont-Ferrand en savent encore quelque chose. Donc ça reste une région d'un accès difficile, ce qui, paradoxalement, en a fait une région d'accueil pour des populations déplacées que l'on a installées ici pour s'assurer qu'elles étaient assez loin des frontières pour ne pas avoir la possibilité de les franchir. Donc dès la fin du XVIIIe siècle, l'Auvergne a été un lieu de rétention de prisonniers de guerre. Donc les armées de la Révolution qui étaient en guerre contre tout le reste de l'Europe faisaient des prisonniers et la majorité d'entre eux étaient stationnés en Auvergne dans les diverses casernes. Ils étaient utilisés comme main-d'œuvre de substitution, beaucoup de jeunes paysans auvergnats étant mobilisés pour aller combattre, étant eux-mêmes faits prisonniers dans des pays étrangers. Eh bien, on utilisait ces nombreux prisonniers qui étaient trop éloignés des frontières pour avoir envie de s'enfuir. On a ensuite envoyé en Auvergne des réfugiés. Donc au XIXe siècle, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, que l'on voulait bien accueillir, mais que l'on voulait dissuader de mener des entreprises de déstabilisation dans leur pays d'origine, des gouvernements qui les avaient fait fuir parce qu'on tenait, bien sûr, en bonne diplomatie, à garder de bonnes relations avec ces pays-là. Donc l'Auvergne était un peu la région idéale pour ces réfugiés qui se sentaient ici protégés et qui, en même temps, étaient dissuadés par les distances de tenter de rentrer chez eux pour donc changer les choses du point de vue politique. Donc cela explique qu'il y ait toujours eu, dans cette région en apparence enclavée, une tradition d'accueil de demandeurs d'asile, qui se lit encore aujourd'hui à travers le nombre relativement important de centres d'accueil, de structures d'accueil pour demandeurs d'asile que l'on peut trouver dans les 4 départements auvergnats, avec évidemment un déséquilibre entre le Puy-de-Dôme et l'Allier, plus urbanisé, plus industrialisé, et puis le Cantal et la Haute-Loire, restés plus ruraux, mais qui accueillent tout de même des structures pour les demandeurs d'asile. Donc, y a-t-il une spécificité Auvergne-Rhône-Alpes par rapport donc à l'accueil des demandeurs d'asile? Il semble que globalement, les origines des demandeurs d'asile suivent ce qu'elles sont au niveau national, même si il y a eu au cours des années 2010 à 2014 une constante avec 3 ou 4 lieux d'origine qui étaient fortement représentés dans notre région. Donc notamment les originaires d'Albanie, du Kosovo, de Russie. Par Russie, il faut surtout entendre les originaires du Caucase du Nord, en particulier les Tchétchènes, dans une moindre mesure les originaires du Daghestan et d'autres républiques nord-caucasiennes. Albanie, Kosovo, Russie, et puis également une présence assez marquée d'Arméniens qui ne se prévalent pas toujours de la nationalité arménienne, qui sont souvent des Arméniens venus d'Azerbaïdjan, qui ont passé plusieurs années en Russie ou en Ukraine et qui peuvent arriver avec une nationalité azerbaïdjanaise, russe, ukrainienne, mais qui se prévalent d'une appartenance à la communauté arménienne. L'Arménie étant aujourd'hui considérée comme un pays sûr, donc ça n'est pas en tant qu'Arménien qu'il demande l'asile, c'est plutôt en tant que ressortissant d'une autre république de l'Est, mais en faisant valoir donc leur appartenance à la minorité arménienne qui subit des persécutions en Azerbaïdjan ou qui connaît des conditions de vie pas très faciles en Russie ou en Ukraine. Donc ce sont un peu les constantes que l'on a observées au cours des dernières années, avec là aussi
une constante de gens originaires d'Afrique centrale, en particulier de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, qui est régulièrement représenté par 10 à 12% de demandeurs d'asile dans la région comme au niveau national. Donc c'est une constante depuis très longtemps d'ailleurs, depuis plus d'une trentaine d'années, on a cette participation à la demande d'asile des originaires de ce vaste pays d'Afrique centrale qui est dans un état de guerre permanent depuis plusieurs années. Donc les origines se sont modifiées récemment en 2015 et surtout 2016 avec une dominante de population que l'on ne connaissait pas tellement dans la région. Donc en particulier les Syriens, les Irakiens et les Soudanais. Donc la présence des Soudanais est devenue importante dans la région du fait moins d'une arrivée directe que d'une relocalisation depuis notamment le Calaisie, où les Soudanais, qui sont fréquemment anglophones, qui viennent d'un pays qui s'est longtemps appelé le Soudan anglo-égyptien, donc les Soudanais visent en général le Royaume-Uni comme terre d'accueil. Ils ont été nombreux parmi donc, les gens qui occupaient les différentes jungles du Calaisie, et la décision donc, de relocaliser les gens ailleurs, de les installer plutôt dans de petites villes pour faire disparaître ces bidonvilles plus ou moins incontrôlables qui s'étalaient le long de la côte d'Opale. Donc ça a amené une présence de Soudanais dans notre région. Donc ce sont des gens auxquels on est moins habitué, qui présentent aussi la difficulté de ne pas être francophone. L'avantage donc avec les ressortissants de RDC, c'est qu'ils parlent en général français, ils sont souvent parfaitement francophones. D'autres ressortissants de pays d'Afrique ou les ressortissants d'Algérie qui ont été assez nombreux à une époque présentaient aussi donc l'avantage d'être francophone. Donc on a actuellement une majorité d'allophones, donc soit les Soudanais, soit les Syriens ou les Irakiens, qui sont principalement arabophones ou anglophones. Et donc c'est évidemment une difficulté supplémentaire, les moyens en interprétariat n'étant pas forcément illimités. Donc c'est un enjeu qui renforce un peu la difficulté du travail d'insertion envers ces populations. Donc la région Rhône-Alpes présente aussi comme originalité le fait d'avoir des structures qui donc sont depuis longtemps impliquées dans l'accueil des demandeurs d'asile, qui ont capitalisé une certaine expérience, qui ont réussi jusque-là à ne pas être trop débordés, même si le travail s'est complexifié, même s'il laisse encore beaucoup d'insatisfaction. Donc ces structures tiennent le coup. Donc on compte deux des plus gros opérateurs en faveur des demandeurs d'asile, Adoma, qui au niveau national accueille un peu plus de 16 000 demandeurs d'asile, et puis Forum Réfugiés COSI, qui est principalement implanté dans la région, au départ association lyonnaise, qui s'est élargie d'abord aux autres départements rhône-alpins, et puis qui ensuite s'est beaucoup implanté en Auvergne, en ouvrant des CADA à Montmarault, dans l'Allier, à Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, et donc également d'autres, alors je ne veux pas vexer beaucoup d'associations auxquelles je ne pense pas forcément spontanément. Bon, il y a beaucoup d'associations, je ne peux pas toutes les nommer, j'ai nommé ces deux principales parce que elles ont donc une importance numérique considérable. Ça ne veut pas dire que les associations de taille plus modeste, comme l'Entraide Pierre Valdo, ou que des associations plus récemment impliquées dans l'accueil des demandeurs d'asile, comme C'est Clair qui nous accueille ici, ne méritent pas évidemment d'être mentionnés. Donc on dispose à la fois de structures anciennes, importantes,
qui ont une expérience importante, et puis on a aussi des structures d'implication plus récente dans le domaine qui arrivent avec un regard neuf, avec une capacité d'initiative qui est aussi intéressante. Donc objectivement, nous ne sommes pas les plus mal placés pour faire face à un problème qui a pris incontestablement de l'ampleur. Donc les réponses se sont traduites par une multiplication de structures. Donc le dictionnaire des acronymes qui comporte les deux lettres D et A s'est considérablement élargi. Donc aux habituels CADA, ODA, on peut maintenant ajouter les plateformes d'accueil des demandeurs d'asile, les PADA, les UDA, donc les accueils d'urgence des demandeurs d'asile, les GUDA, le guichet unique des demandeurs d'asile, et j'en passe. Donc, sans parler également des APSA qui ont permis justement la relocalisation des gens qui étaient concentrés dans des zones d'habitat insalubre dans le Calaisis ou aussi dans certains quartiers parisiens. Donc on a une multiplication des sigles qui se terminent par A pour asile et qui font que quelquefois on s'y perd un petit peu, on ne sait plus trop qui fait quoi. D'autant plus que la demande augmentant rapidement, certaines structures qui avaient une mission uniquement d'accueil sont devenues de fait des structures d'hébergement. Donc certains centres d'accueil et d'orientation qui auraient dû accueillir des personnes sur un temps très court, les ont quelquefois accueillis pour plusieurs mois du fait de la difficulté de leur trouver en aval des lieux d'hébergement. Donc cette diversité de fonctions ne renvoie pas toujours à des activités qui sont étroitement définies, étroitement limitées. Il faut quelquefois s'improviser hébergeur alors que l'on avait essentiellement une fonction d'accueillant. C'est donc l'ampleur de la demande qui veut cela. On ne peut qu'essayer d'y faire face et puis de retrouver ces petits dans ce maquis assez compliqué d'organismes qui assurent diverses fonctions. Quel enjeu représente aussi le profil des nouveaux arrivants? Ce profil est différent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, du point de vue des origines. Il est différent aussi du point de vue des trajectoires. On a affaire à des personnes qui ont vécu dans leur pays d'origine, donc d'abord dans leur lieu de naissance, dans leur lieu de résidence habituelle, mais qui ensuite ont été amenés à vivre pendant quelquefois plusieurs années dans des camps. Au niveau mondial, on parle d'un phénomène d'encampement généralisé qui s'affirme depuis un certain nombre d'années. On estime aujourd'hui à 65 millions sur l'ensemble de la planète le nombre de personnes qui ont été déplacées de façon contrainte, que ce soit déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou que ce soit déplacées vers des pays voisins. Et ceux qui vivent dans des camps sont proches d'une vingtaine de millions. Certains camps sont de véritables villes, comme donc le clan de Dadaab au Kenya, qui compte plus de 130 000 habitants dans le désert kényan, avec une population originaire de Somalie. En moyenne, donc les camps du HCR, du Haut Conseil pour les réfugiés, donc organisme onusien en charge donc de la gestion de ces camps, en moyenne, les gens restent 17 ans dans ces camps. Donc ça représente une partie considérable d'une vie humaine. Comment vit-on dans des camps où on est des non-citoyens? Donc la plupart du temps, les pays qui accueillent des camps sont plutôt réservés, plutôt hostiles, accueillent ces camps de façon un peu contrainte, sous la pression des organisations internationales, et ils veulent surtout que les populations accueillies dans ces camps n'en sortent pas. Donc ce sont des non-citoyens des pays où ils résident. Ce sont des gens aussi qui sont mis dans une situation où ils n'ont
qu'une marge d'autonomie extrêmement réduite. Donc souvent ils ne travaillent pas, ils sont pris en charge au niveau de l'alimentation, au niveau des soins, au niveau de l'éducation, au niveau donc d'une forme minima de travail social. Donc ça les met dans une situation de dépendance. Et puis, quel type de vie sociale peut-on avoir dans cet univers-là, qui est un univers organisé de l'extérieur. Donc, comme toujours, quand on est face à un danger, on se replie sur les appartenances les plus proches. On se replie sur la famille étendue, sur le clan, sur la tribu, sur la secte, sur la religion la plus étroitement définie. Donc c'est le réflexe que l'on observe chaque fois qu'il y a du danger. On se réfère à des appartenances primaires. C'est comme cela d'ailleurs qu'on observe que souvent des guerres qui commencent souvent pour des raisons idéologiques, qui rassemblent des personnes qui ne veulent plus d'un pouvoir en place parce que son idéologie ne correspond pas à celle des aspirations de la grande masse. Plus le conflit dure, plus il perd ses objectifs premiers de transformation politique et idéologique du pays, et plus on voit le conflit se transformer en guerre ethnique. C'est illustré parfaitement bien par le cas de la Syrie, où la guerre a commencé en 2011 par donc une mobilisation des divers opposants au régime, et puis assez vite, le régime cyniquement a pu jouer sur les antagonismes religieux, avec l'appui de certains pays voisins, donc l'Arabie Saoudite notamment, tellement préoccupée du sort des sunnites et tellement inquiet de l'avancée de l'influence chiite, qu'ils n'ont pas hésité à soutenir Daesh, quoi qu'ils aient pu dire par la suite. Donc ces guerres se transforment en guerre ethnique et amènent un repli sur donc une identité de groupe qui est la plus étroitement définie. Donc quand ces personnes partent, elles ne se retrouvent pas forcément au sein de leur clan d'appartenance, elles ne se retrouvent pas forcément au sein de ces groupes étroitement définis, et elles ont du mal à faire société avec des gens qui leur sont sensiblement différents. Donc cela explique l'accroissement des difficultés de cohabitation dans les centres d'accueil, dans les CADA. Ça n'a jamais été évident de cohabiter dans les CADA, notamment je pense à beaucoup de CADA qui ont une structure architecturale de type foyer de travailleurs migrants, où l'on a plusieurs chambres qui utilisent la même cuisine, le même bloc sanitaire. Quand on y met des gens d'origine différente, c'est pas simple, c'est pas évident. On n'apprécie pas forcément l'odeur de cuisine du voisin, donc on n'apprécie pas forcément que le voisin puisse croiser sa femme ou sa fille dans les couloirs, surtout si elles se rendent au bloc sanitaire. Donc tout cela crée des tensions. Ces tensions sont encore plus marquées chez des gens qui ont l'habitude de vivre dans un univers extrêmement réduit. Donc ça explique l'accroissement des difficultés de cohabitation, alors qui peuvent être quelquefois renforcées par la structure du lieu, mais qui peuvent aussi être un peu atténuées quand on a des CADA de type appartements dispersés dans le parc de logement avec une entité de gestion commune. Ça facilite un peu les choses. En même temps, il y a des difficultés d'accès à l'autonomie chez la plupart de ces populations. Et il n'y a pas d'insertion sans accès à l'autonomie, sans capacité à assurer une bonne débrouillardise, une bonne prise en charge de ses propres besoins. Donc cette difficulté d'autonomie, elle est due un peu à ce passé où les gens ont été dépossédés. Donc le terme de dépossession a été beaucoup utilisé à propos des demandeurs d'asile, des réfugiés, de ces gens qui ont été placés dans des structures où ils n'avaient plus de maîtrise de leur avenir. Donc ils ont été dépossédés de la maîtrise de leur destin
de leur avenir, et ça les rend évidemment plus difficilement aptes à se retrouver dans une bonne capacité d'autonomie quand ils se retrouvent dans un pays européen qui a bien voulu leur accorder une protection internationale. Donc tout cela crée des problèmes qui vont être maximisés dans certaines couches de population. On distingue aujourd'hui au sein de la grande masse des demandeurs d'asile des populations particulièrement vulnérables pour lesquelles il faut mener des actions. Il faudrait, parce que entre le constat et puis la mise en place de solutions réelles, il y a souvent, encore malheureusement, un abîme. Donc je pense notamment aux mineurs isolés, qui sont une population considérée comme très vulnérable. On sait qu'en général, les mineurs isolés ont beaucoup plus de chances de vivre des expériences traumatisantes que les mineurs accompagnés. Donc on estime qu'au minimum 20% des mineurs isolés ont vécu des traumas au cours de leur séjour dans le pays d'origine, souvent au cours de leur périple, qui a pu être très long, et puis même à leur arrivée en France. Donc ils sont souvent porteurs de ce que l'on appelle les états de stress post-traumatique. À cela, il faut aussi ajouter toutes les difficultés liées à l'adolescence. Donc la grande majorité des mineurs isolés a autour de 16-18 ans. Théoriquement, il ne peut pas y en avoir au-delà de 18 ans. C'est pas toujours évident à le percevoir. Il y en a peu en dessous de 16 ans. Ils sont dans les tranches de l'adolescence, de la construction identitaire, qui se rajoutent aux problèmes jusqu'à provoquer quelquefois des difficultés sur le plan cognitif, voire de véritables psychoses. Donc c'est une population en grande souffrance mentale pour laquelle on n'a pas forcément les structures de soins adaptées. Donc il y a bien sûr des offres de soins, notamment du côté de la santé mentale spécialisée. Je pense au centre Essor, créé à Lyon par Forum Réfugiés COSI, mais ailleurs, c'est difficile de trouver des soignants qui puissent traiter cette population. La plupart des psychiatres, qu'ils soient en milieu hospitalier ou en libéral, ne connaissent pas ce type de population, ne connaissent pas la problématique qui est la leur. En plus, se ajoutent les problèmes linguistiques, les difficultés d'interprétation. Souvent, ces jeunes réagissent de façon assez déconcertante par rapport à ceux qui veulent les aider. Ils refusent cette aide, ils ont une conduite agressive. Donc c'est un peu la réponse à la blessure narcissique qu'ils ont subie. Ils se sont sentis humiliés à plusieurs occasions de leur trajectoire. Donc ils représentent un groupe de population à risque important, difficile à prendre en charge. Se rajoute aussi, dans certains cas, un isolement par rapport aux structures médicales. Prenons le cas de Montmarault, dans l'Allier, qui est en zone presque rurale. Il n'y a pas grand monde comme médecin auquel faire appel dans les environs, et évidemment pas de spécialistes, et en particulier pas de psy et autres. Donc ces populations posent des problèmes importants. Leur nombre est en forte croissance. Les chiffres officiels parlent de 8400 mineurs isolés sur l'ensemble de la France. L'OFPRA a enregistré 474 demandes d'asile de la part des mineurs isolés, qui doivent passer bien sûr par un administrateur ad hoc nommé par le procureur, et puis qui sont ensuite en général pris sous la tutelle de l'ASE du département en question. Ces chiffres paraissent très en dessous de la réalité. Tout à l'heure, j'ai appris que la date à Grenoble, qui avait prévu initialement 4 chambres d'accueil pour les mineurs isolés, en reçoit aujourd'hui plus de 600. On est face là à des débordements dont on n'a pas pris la mesure. Il y a des aides en ce moment. L'Union européenne débloque beaucoup d'argent, mais pour faire quoi? Il n'y a pas de politique construite. Les effets pervers de ces subventions, parce qu'il faut se dépêcher de les utiliser. Je vais terminer. Il faut se dépêcher de les utiliser, et cela ne laisse pas le temps nécessaire à la construction d'une politique d'insertion à plus long terme.
Donc c'est un peu à ce niveau-là qu'il faut réfléchir entre intervenants au niveau de ces populations et qu'il faut essayer de construire en lien avec l'État et les structures locales impliquées une véritable politique réfléchie qui donc prend en compte diverses solutions, diverses pistes de solutions possibles pour améliorer le quotidien de ces populations. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais nous pourrons revenir sur toutes ces questions dans la journée. Je vais essayer de démarrer du coup la séance de questions. Je suis Serge Aliache d'Adoma, directeur du dispositif Insert 38, qui s'occupe de l'accompagnement des pays sur le département de l'Isère. Je vais peut-être commencer par vous dire ce que j'attends de cette journée, pourquoi je suis venu avec mon collègue chargé de l'insertion professionnelle et des personnes qu'on accompagne. J'attends qu'on réfléchisse ensemble aux solutions qu'on peut trouver, qu'on peut proposer aux injonctions paradoxales auxquelles on est soumis aujourd'hui, entre par exemple des délais de sortie de structures d'hébergement avec des difficultés d'accès au logement, des contraintes d'accès à l'emploi avec des pénuries de formation linguistique qui permettraient de faciliter l'accès au logement de nos publics. Voilà, c'est un petit peu toutes les situations auxquelles on est confronté avec un public qui est en demande, qui est en attente d'accompagnement et d'intégration. Je reprends le mot, puisque vraiment la volonté qu'on entend, nous, les personnes qu'on accompagne, c'est d'être acteurs de l'activité économique et pas juste d'être autonome sur le volet social. Voilà. Alors, il y a d'autres mains qui se sont levées. Je propose effectivement qu'on prenne 2-3 questions, comme ça ensuite vous pourrez y répondre dans ce... Bonjour. Oui, ça marche. Oui, bonjour. Merci d'abord pour cette intervention très riche et très claire. Je voulais demander à M. Barou si dans les études et les recherches qui ont été faites par la CNRS, ils auront été confrontés ils ont détecté le phénomène de l'ethnicisation des métiers dans le cadre de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale. Je réponds à ces deux premières questions. D'abord, effectivement, on a des injonctions paradoxales. Il faut que le séjour en centre d'accueil soit le plus réduit possible. Et en même temps, il faut que les gens soient capables ensuite d'assurer leur autonomie pour aller, comme vous l'avez dit, jusqu'à l'intégration. Donc, beaucoup de demandeurs d'asile ont des compétences, quelquefois assez pointues. Ces compétences, ils voudraient les utiliser au profit du pays qui les a accueillis. On connaît mal ces compétences et on ne se donne pas les moyens de les renforcer, de les valoriser. Il y a encore d'énormes problèmes au niveau de l'équivalence des diplômes. Donc des initiatives ont tout de même été prises dans la région pour faciliter l'accès à l'autonomie, au logement. Je pense au programme Accélère qui a été mis en place dans le Rhône par Forum Réfugiés COSI il y a déjà plusieurs années, qui constituait, je ne sais pas s'il marche aussi bien aujourd'hui, en tout cas il constituait à l'époque une voie d'accès rapide au logement. Les gens obtenaient un logement en l'espace de 11 mois, alors que par la procédure normale, il leur aurait fallu 4 fois plus de temps. Donc il y avait également un accès plus rapide à la formation qui pouvait aussi faciliter l'accès au travail. Les chiffres d'il y a quelques années parlaient de 2 ans en moyenne pour atteindre un niveau de stabilité dans l'emploi. Alors peut-on élargir cela à un niveau plus conséquent? Oui, bien sûr, mais il faudrait en disposer de moyens importants. Et puis le profil des demandeurs d'asile a changé sur l'angle notamment de la composition familiale. On a eu pendant assez longtemps une dominante de famille. On a aujourd'hui une dominante de personnes seules.
jeunes adultes seuls. La moyenne d'âge chez les hommes, c'est un peu plus de 30 ans, donc au niveau de l'ensemble de la France, avec pas loin de 60% de célibataires ou de personnes séparées. Donc on a une surreprésentation masculine dans les derniers flux, donc de jeunes hommes à qui il faut trouver un logement adapté. Donc ça, la plupart du temps, ça ne peut guère être qu'un studio F1, type d'habitat qui est très faiblement représenté dans le parc social. Bon, il est beaucoup plus représenté dans le parc privé. Les investisseurs privés qui donc investissent dans le logement achètent plutôt ce type de produit, mais évidemment l'accès au privé est beaucoup plus compliqué pour des raisons de coût et puis aussi des raisons de préjugés, de discrimination plus marquées. Donc les difficultés peuvent être aussi accrues par donc la diversification, le changement du profil des gens. Il y a des initiatives qui semblent être en train de se dessiner au niveau européen. Ce matin, en écoutant donc les informations, j'ai appris que l'Union européenne mettait en place un logiciel pour répertorier les compétences des demandeurs d'asile pour mieux les orienter vers donc des métiers dans lesquels ils pourraient être pleinement efficaces. Pour répondre à la deuxième question sur l'ethnicisation des métiers, bon, c'est un processus qui s'est mis en place sans attendre les demandeurs d'asile. Donc quand certaines personnes sont déjà nombreuses dans telle ou telle activité, d'autres personnes qui leur ressemblent, qui ont les mêmes origines, peuvent donc venir s'y ajouter. Donc on peut avoir quelquefois des spécialisations ethniques très étroites dans tel ou tel métier. Donc c'est aussi un des effets de ce repli sur une identité très étroitement définie que l'on peut observer. Et puis bon, il y a souvent aussi la préférence de l'employeur qui favorisera tel ou tel groupe parce qu'il se sent en bon terme avec eux, parce qu'il a apprécié les premiers salariés qu'il a recrutés, donc après, par généralisation, il ne voudra plus que des gens qui viennent précisément de ce groupe-là. Et puis c'est aussi une manière de faire son trou dans un monde du travail qui est concurrentiel. Donc de créer des filières d'accès privilégiées de tel groupe de population vers telle ou telle activité. Bien, merci. Ah, il y a peut-être encore une... Moi j'avais une question, c'est vrai que vous étiez en train de parler. Des compétences des demandeurs d'asile et du travail des demandeurs d'asile. Moi je viens du département de la Haute-Savoie et j'aurais souhaité savoir si les demandeurs d'asile dans les autres départements de la région obtenaient le droit de travailler quand ils étaient en demande d'asile. Non. Nous, en tout cas, c'est prévu par la loi, mais en tout cas, ce n'est pas appliqué en Haute-Savoie. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je n'ai plus travaillé sur ces questions. En principe, depuis une loi qui date de 1992, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler, sauf cas exceptionnels. Donc la loi a été plus ou moins assouplie, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, les demandeurs d'asile ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce que c'est la loi. Auparavant, ils travaillaient et ça posait des problèmes quand ils étaient déboutés. Donc, ils pouvaient faire valoir qu'ils exerçaient une activité et ça allait un peu à l'encontre du refus de protection qui leur avait été donné. De ce fait, en 92, on a interdit, sauf cas exceptionnel, un besoin particulièrement aigu de certains secteurs de l'emploi, on leur interdit de travailler. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la majorité des demandeurs d'asile ne travaillent pas.
Je dis la majorité. Pas tous ne travaillent pas, mais la majorité ne travaille pas.